La réunion sur la réforme de l'enseignement supérieur au Maroc, présidée par le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, mercredi, a permis de faire le point sur les avancées réalisées et d'examiner les projets pour renforcer l'offre universitaire. Pour en parler, nous prenons la direction de Rabat pour rejoindre Mohamed Gdira, professeur universitaire et spécialiste des politiques publiques éducatives. Bonjour et merci de prendre le temps de répondre aux questions de Médien TV. Merci, ravi de cette opportunité et je vous remercie aussi de m'avoir convié pour ce feedback. Alors, le gouvernement a augmenté le budget du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation de 30% entre 2021 et 2025. Quel bilan faites-vous des principaux objectifs de la réforme de l'enseignement supérieur au Maroc ? Écoutez, le bilan pour moi est positif. L'effort d'augmenter le budget du ministère est louable. Je crois que c'est une première au Maroc pendant la loi 0100 qui a duré 25 ans. Le bilan est révélateur d'ambition et de progrès, à mon sens, à plusieurs niveaux. D'abord, la réduction des écarts entre la formation universitaire et les compétences recherchées par le marché de l'emploi. C'est un chantier qui a démarré et qui continue, à mon sens, de progresser dans l'espace et dans le temps. Deuxième niveau, il y a un essai de renforcement des compétences. Compétences pédagogiques, bien sûr, axées sur la diversification des parcours, l'introduction des formations, je dirais, hybrides et des formations à distance et le renforcement des compétences linguistiques. Troisième niveau, c'est d'accroître l'autonomie des universités et d'améliorer la gouvernance, tout bien sûr en réorganisant la carte universitaire pour une meilleure équité territoriale. À un autre niveau, à mon sens, il y a des projets structurants comme la création d'une faculté de médecine, de pharmacie et de dentaire à Kenitra. Alors, l'objectif est de renforcer l'offre de formation, bien sûr, dans la région afin d'alléger la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Donc, il y a plusieurs niveaux. Il y a aussi la valorisation des ressources humaines, un lancement d'un projet pour améliorer les conditions de travail et ancrer un dispositif de formation continue des enseignants. Donc, on peut continuer de citer. Et il faut dire qu'il y a 5 projets, et ça, c'est le renforcement des hébergements des étudiants universitaires avec 5 projets lancés dans 5 villes. Jdida, Agadir, Oujda, Nador et Bni Mellal. Donc, il y a une autre phase qui est prévue pour le mois d'avril. Et il faut dire que on va porter l'accueil à 100 000 lits supplémentaires. Et ça, c'est des réalisations extraordinaires. Il y a aussi le lancement et l'augmentation des filières numériques. 27 190 nouveaux étudiants. Ça, c'est. Il y a quand même je dirais, des éléments qui peuvent entraver, ou ce qu'on constate aujourd'hui, il y a une massification toujours qui reste présente et la capacité d'accueil reste insuffisante. Ça aussi, malgré cet effort, et l'effort est colossal, il faut reconnaître que quand même, il reste des petites insuffisances à ce niveau-là. Alors, la réforme prévoit la création d'un conseil d'établissement et d'un comité national de coordination. Comment les universités seront-elles évaluées et contrôlées ? Alors, il y a plusieurs mécanismes, il y aura plusieurs mécanismes d'évaluation et de contrôle. Je dirais d'abord les contrats programmes, et c'est une première. Contrat programme et performance. Donc, on aura une évaluation qui est fondée sur des indicateurs de performance où les universités s'engagent à atteindre des objectifs spécifiques en matière de formation, de recherche et d'employabilité des diplômés. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, il y a l'assurance qualité et l'évaluation externe par l'instance nationale d'évaluation qui est rattachée au Conseil supérieur de l'éducation.
C'est un autre niveau, je dirais, de mécanisme d'évaluation. Il y a le contrôle de gestion et d'audit, et puis il y a l'évaluation des programmes et le contrôle des étudiants. Donc, on passe d'un pilotage purement administratif, et c'est ce qui est extraordinaire, à un pilotage par la performance. C'est une première aussi au Maroc. J'espère qu'on aura toute l'opportunité d'appliquer en bonne et due forme toutes je dirais, ces recommandations, ou plutôt ces apports par la loi 59-24. Alors d'après cette réforme, les universités marocaines auront plus de liberté pour gérer leur budget. Comment cette autonomie financière des universités va-t-elle être mise en œuvre? Écoutez, la mise en œuvre de l'autonomie financière vise d'abord à transformer les établissements publics, les universités, en entités agiles via la diversification des ressources. Il y a d'abord les prestations, il y a les formations continues, il y a les mécénats et il y a la contractualisation avec l'État et une meilleure gouvernance. Et lorsque je dis gouvernance, c'est une pratique qui visera la transversalité. Et ça, c'est extraordinaire à mon sens. Il y a des gens qui contestent cela, mais pour moi, c'est quelque chose qui est dans l'optimisation des décisions. Et ça, c'est. Il y a les contrats de performance aussi. Hein. On aura des contrats de performance triennaux que le ministère signe avec les universités et qui lie le financement à la performance, à la qualité des programmes et à l'insertion professionnelle. Un autre niveau, je dirais, de la mise en œuvre de cette autonomie, c'est le développement d'une gouvernance agile. Aujourd'hui, il ne suffit plus de parler de gouvernance, mais beaucoup plus d'agilité dans la gouvernance. Euh, Pourquoi? C'est pour alléger les lourdeurs administratives en introduisant un board stratégique. Ça, c'est extraordinaire. C'est aussi une première. On a, on a rénové, on a apporté une grande valeur ajoutée, du moins au niveau des orientations stratégiques. Et ça, c'est extraordinaire. Elle existera toujours des défis majeurs, à mon sens. Par exemple, la sortie rapide des textes d'application, c'est un défi. Le développement des compétences managériales. Hein, il faut rehausser cet aspect chez les administrateurs, je dirais, entre guillemets, les managers de l'université, des facultés. Et puis, il y a la survie de l'autonomie académique dans le sens où la mise en œuvre de l'autonomie, ce n'est pas uniquement une implantation, mais c'est une conduite de changement. Alors le secteur privé est appelé à participer à la formation et à la recherche avec des partenariats publics-privés. Comment évaluez-vous la participation du secteur privé à cette réforme de l'enseignement supérieur? Vous savez, la loi 59-24 a donné au secteur privé plus d'importance. Et ça, on l'a toujours, je dirais, réclamé. Hein. Ce secteur est appelé à jouer un rôle amplifié et complémentaire. Pourquoi amplifié et complémentaire? Parce qu'il vise à renforcer la recherche, vise à renforcer l'innovation et la diversification des financements. Ça, c'est la loi aussi favorise le partenariat public-privé. Hein. Vous savez, c'est un nouveau langage, c'est de nouvelles pratiques, c'est une nouvelle orientation. Donc, ça dénote d'un changement d'attitude, d'un changement de vision et changement dans la continuité. La continuité, je dirais, de performance, d'optimisation, d'efficacité et d'efficience. La loi, bien sûr, va favoriser cette logique de partenariat public-privé en encourageant les centres de recherche universitaires à développer des projets en lien, je dirais, direct avec une problématique qui motive le secteur privé.
Et je crois que c'est là où il y a eu une confusion. Certaines personnes parlent de privatisation. Non, il n'y a le texte ne prévoit nullement de privatisation, mais nous parlons de partenariat public-privé. Le texte encourage le financement de l'enseignement supérieur par la coopération avec les secteurs privés et les investisseurs pour valoriser les infrastructures. Déjà, dans l'infrastructure, il y a un travail colossal qui a été fait et qui se fait. Et le grand problème, c'est que ce partenariat public-privé divise et interprète, enfin, il divise, mais il est aussi interprété, comme je l'ai dit, comme une privatisation, alors que ce n'est pas vrai, ça n'a rien de privatisation. Voilà ce que je peux dire sur cette importance de, je dirais, du lien privé ou de l'insertion du privé dans la logique globale de la réforme. Alors, la réforme prévoit la création de 366 nouvelles filières, dont des formations hybrides et à distance. Que sait-on sur ces nouveaux parcours de formation proposés aux étudiants? Alors, cela veut dire tout simplement que la réforme place la numérisation au cœur de la modernisation de l'université. Alors, elle vise d'abord à transformer l'enseignement supérieur vers une ère d'innovation. Ça, c'est un point très, très positif. Et l'ouverture, je dirais, tout en focalisant sur les besoins de digitalisation. Hein. Donc, les points fondamentaux, à mon sens, c'est l'hybridation et la flexibilité, c'est la numérisation et la formation à distance, c'est la mise en place d'un système d'information national, l'article 83, je pense, ou 82 ou 83 de la loi. Donc, dans un délai de 5 ans, on prévoit la mise en place d'un système d'information. Il y a aussi la modernisation des outils pédagogiques. Hein. On va travailler, je dirais, beaucoup plus sur cette pédagogie universitaire. Et puis, il y a l'accélération de la transformation de l'écosystème de l'enseignement supérieur. Vous savez, aujourd'hui, les prévisions donnent 10 841 places pédagogiques, 20 404 places, excusez-moi de lire les chiffres pour ne pas me tromper, places pour les enseignants du cycle primaire et secondaire, et dans les filières numériques, il y a 27 000 nouveaux étudiants. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, moi, je parle de révolution dans la continuité. Je parle de coupure dans la continuité. Nous sommes dans un chantier de changement organisationnel. Il n'y a pas que la loi, il n'y a pas que le ministère. Il y a d'autres éléments et d'autres paramètres qui doivent normalement s'engager pour faire réussir cette loi. Entre autres, je parle des enseignants, des familles, je parle des coachs, hein, si je puis dire, au sein de l'université. C'est quelque chose qui est extraordinaire. J'espère que tout le monde va s'y mettre pour pouvoir réussir ce chantier qu'on a tant attendu. Mohamed Dera, professeur universitaire et spécialiste des politiques publiques éducatives. Merci à vous d'avoir répondu aux questions de Médien TV.